Merci pour l'invitation, c'est un honneur. Un honneur parce qu'en fait, on est ici avec un registre pionnier en France. Et c'est tout en honneur, Grégoire, d'avoir réussi cette performance. Et mon objectif, en fait, aujourd'hui, c'est d'abord de saluer ce qui a été fait, et puis également de voir ce qui reste à faire. Pour faire court, on va directement passer à la conclusion, parce que je suis sûr que déjà beaucoup de personnes ont l'estomac qui tiraille. Globalement, on a ici un registre de CROM, c'est-à-dire de données rapportées par les cliniciens, Clinician Reported Outcome Measures. On n'a pas de PROM, c'est-à-dire des Patient Reported Outcome Measures. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait développer pour faire évoluer, moderniser, accélérer France PCI dans les prochaines années. Ça ne peut pas se faire en un soir, évidemment. Le deuxième point qui me semble aussi très important, c'est de continuer de digitaliser pour que le patient puisse avoir des taux de réponse très très élevés, se sentir impliqué et rendre ces données PROM actionnables. Donc pour ça, il faut les discuter avec le patient pendant les consultations, d'impliquer le patient également dans la prise de décision par rapport au parcours au pluriel qui lui sont proposés. Donc cette dimension de PROM est actionnable. Ce n'est pas juste pour un rapport, c'est vraiment pour prendre une décision de concert, et cette implication est décisive. Il y a un élément aussi très très important sur lequel, de ce que j'ai pu observer, j'avais les yeux tout écarquillés, c'est merveilleux, hein, mais il y a quand même un élément, et qui est le cœur de ma présentation, qu'on pourrait développer à l'avenir, c'est la comparaison nominative. Alors la comparaison nominative, j'ai beaucoup d'exemples. On va parler aussi des freins, des inquiétudes, des angoisses. J'entends le mot stigmatisation. Moi, je trouve ça merveilleux de se comparer. Je veux dire, c'est par exemple l'esprit sportif, c'est la comparaison. C'est pas la stigmatisation, c'est la comparaison et le respect et l'amélioration. En fait. Et je pense qu'ici, dans cette salle, il y a beaucoup de personnes qui sont des amoureux de sport, des amoureux de performance. Si vous êtes là, c'est que vous voulez tous aussi progresser, vous améliorer, sinon chacun resterait chez soi. Et donc, on a aussi le sentiment que de se réunir dans une salle, ça nous permet peut-être d'avoir des idées qu'on n'a pas seul. Donc on a besoin de l'autre pour progresser. C'est finalement le message clé qui nous permet en fait non seulement de quantifier les résultats des patients en vie réelle, mais d'améliorer les résultats du patient en vie réelle. Si on est seul et si on se compare à une moyenne agrégée anonyme, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Vous ne pouvez pas progresser au tennis si vous jouez contre un mur. Vous devez à un moment donné vous trouver devant un adversaire et comprendre en fait que la balle, vous ne pouvez pas tout à fait identifier où elle va. Et cette énergie que vous recevez de l'autre, de l'équipe qui n'est pas la vôtre, des confrères qui n'utilisent pas nécessairement les mêmes pratiques, les mêmes produits, les mêmes parcours, eh bien c'est une énergie qui ne crée pas du bruit, qui ne crée pas du stress, mais qui crée de l'émulation, qui crée un nivellement par le haut. Et si on ne parle pas, on va dire, de ce sujet, qui est de dire, en fait, on se compare, comme on le fait en Suède, comme on le fait aux Pays-Bas, avec des registres similaires, dont je vais vous parler, eh bien, en fait, on contourne le sujet. Or, il y a un éléphant dans cette pièce. C'est pas que c'est un dôme, il y a vraiment un éléphant dans cette pièce. L'éléphant dans cette pièce, c'est l'outcome patient, pas seulement la mortalité, c'est l'outcome patient, c'est pas seulement le taux de réintervention, c'est l'outcome patient. Comment se porte le patient et comment il évalue sa qualité de vie au quotidien. Ça, on ne le mesure pas encore. Et il y a très très peu de registres qui le mesurent. Le deuxième point, l'autre éléphant, c'est comment je performe, moi, équipe, ou moi, praticien, par rapport à des confrères. Et comment je peux m'améliorer, comment je peux identifier les confrères, auprès de qui je peux m'améliorer. Alors, conflit ou lien d'intérêt, plus exactement, je voulais juste parler au nom, bien sûr, de mon affiliation académique, c'est-à-dire l'Université de Paris, avec cette chaire en valeur des soins, et puis également au nom de PromTime, qui est donc la société de data science que j'ai créée, qui est aujourd'hui missionnée par le ministère et l'assurance maladie, pour comparer les gains de santé des patients de manière transparente et valoriser la pertinence des soins. On le fait pour différents projets, à commencer par l'ophtalmologie sur la cataracte. Cette diapo est choquante. Elle est choquante parce qu'on voit en fait une variation abyssale entre des équipes à travers le monde. Vous voyez par exemple que
en Belgique, le taux de mortalité rectale après une chirurgie d'un cancer rectal varie de 700% selon que vous vous faites opérer à Liège ou à Bruxelles. Et en fait, c'est quand même à Liège qu'on a le meilleur taux de survie par rapport à Bruxelles. Vous regardez par exemple sur tout ce qui est pontage, en Grande-Bretagne, 900% de taux de réintervention selon le trust qui vous prend en charge. Alors, il faut bien choisir son trust, d'autant que vous n'avez pas le choix. Donc, la difficulté, c'est que le patient est aveugle, puisque le système ne publie pas, en tout cas en France, les noms des équipes, et qu'on se rend compte que quand on publie le nom des équipes, il y a des variations abyssales. 9 fois plus de réintervention dans certains centres par rapport à d'autres. 9 fois plus. Vous descendez la liste, vous voyez par exemple l'incontinence sévère pour les prostatectomies radicales, 1100% de variation. On ne parle pas de 11%, ni de 110%, on parle de 1100% d'incontinence sévère. Il faut bien choisir son centre. Et la cataracte, qui est la chirurgie la plus pratiquée au monde, 3100% de complications capsulaires après une chirurgie de la cataracte en Suède, selon le chirurgien qui vous opère. Alors c'est bien sûr choquant, parce que tous les praticiens sont docteurs en médecine. C'est choquant parce qu'on ne voit qu'une poignée de drapeaux sur cette slide. Où est la France? Où est l'Espagne? Où est l'Italie? Pas de registre. Pas de registre. C'est choquant parce que les payeurs publics payent à l'acte et que quand vous ratez une opération et que vous la reprenez, vous êtes payé 2 fois. Quand vous la réussissez, vous n'êtes payé qu'une fois. Donc c'est vraiment une incitation à l'échec, une incitation économique à l'échec, ce qui fait que le système, quand même, d'un point de vue économique, est organisé de manière suboptimale, on va le dire comme ça. C'est choquant aussi parce que les patients ne peuvent pas s'orienter dans le système de santé. Ils sont privés de tout moyen de choisir l'équipe pour des soins électifs, des chirurgies programmées par exemple, de choisir l'équipe qui pourrait les soigner. Et puis, c'est choquant pour les praticiens eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas vraiment où se situer, ils ne savent pas comment progresser, ils ne savent pas comment se rapprocher de pairs pour s'améliorer. Et quand on parle aujourd'hui d'égal accès aux soins, on devrait plutôt parler d'égal accès aux résultats de soins. Car ce qui compte, en fait, ce n'est pas tellement le soin. Ça y est, on a atteint ce résultat au XXe siècle, et c'est déjà une grande performance. Maintenant, en fait, c'est l'obligation, non plus de moyens, mais on passe à l'obligation de résultats. Et on mesure les résultats à travers des registres. Et qu'on le veuille ou non, ça peut paraître choquant, mais on attend des résultats. Nous, patients, nous, payeurs contribuables, vous, praticiens, vous êtes, qu'on le veuille ou non, soumis à une obligation de résultat. C'est un gros mot, personne n'ose le dire, c'est tabou, mais le moyen et le chemin pour passer de l'obligation de moyens à l'obligation de résultat, c'est la transparence des résultats. Et ce trait d'union entre obligation de moyens et obligation de résultat, c'est-à-dire la transparence des résultats, crée en fait une exposition réputationnelle qui oblige le praticien à réussir à indiquer correctement les actes, à ne traiter que des patients qui en ont besoin. Ça s'appelle la pertinence. Et la pertinence s'appuie sur une autre valeur qui s'appelle la transparence. On ne peut pas imaginer qu'on mesure la pertinence sans transparence. Or là, on est dans un système aujourd'hui opaque, puisque nous ne figurons pas sur la liste des pays avec des registres. France PCI est un cas incroyable, merveilleux, pionnier, inédit, quasi inédit en France. Il y a très très peu de registres dans des spécialités comme France PCI. Ce qu'on voit, c'est aussi qu'il y a 30% des soins aujourd'hui qui sont considérés comme non pertinents, c'est-à-dire ce sont des dépenses de santé gaspillées dans des soins inutiles, générant parfois des complications évitables. 300 milliards d'euros, dépenses de santé annuelles en France, il y a 100 milliards sur les 300 milliards gaspillés, non pertinents. Et quand on parle de burn-out des équipes, un tiers des soins, des volumes,
pourrait progressivement se voir éliminé, en tout cas réduit. Quand on parle de dépenses de santé, de revalorisation de la profession, voilà, il y a un tiers des dépenses qu'on pourrait en fait réaffecter pour revaloriser parce que c'est des soins gaspillés, inutiles, alors que quand les soins sont pertinents, on devrait les valoriser. Et le registre est bien sûr le moyen, le révélateur qui permet d'objectiver en fait comment réorganiser ces dépenses et faire en sorte qu'on n'amène pas par exemple des patients dans des parcours de soins inutiles ou peu performants. Alors, les Pays-Bas, la preuve par l'exemple, il faut voir pour croire, ont créé beaucoup de registres. On a parlé de la Suède ce matin, mais vous avez pour le cancer rectal aux Pays-Bas toutes les équipes qui se comparent nominativement, et le scatterplot que vous voyez en 4 ans fait que, pour le cancer rectal, 43% de taux de mortalité intra-hospitalière en moins en l'espace de 4 ans. 43% de mortalité intra-hospitalière en moins en 4 ans. Comment ont-ils fait? Ils n'ont rien fait. Ils ont juste publié les résultats, nominativement. Voilà. Et vous voyez en fait comment les points sont éclatés. Et au bout de 4 ans, non seulement les points se regroupent en haut, c'est-à-dire qu'il y a moins de taux de mortalité, une échelle inversée, mais ils se regroupent, il y a un effet magnet, un peu magnétisme. Tout le monde identifie l'équipe leader, se rapproche de l'équipe leader, interroge ses propres pratiques, staffe l'équipe en disant « écoutez, on ne peut plus continuer comme ça, on est à la queue du peloton, soit on ferme, soit on se réforme, on se transforme. » Voilà. Tout sujet éclairé modifie son comportement. Sur les coronaropathies, en Suède, Swedheart, Stefan James, toute l'équipe d'Uppsala ont créé un index qualité, qui est un score composite avec des prom et des crom. Vous avez en fait 69 établissements en rouge qui se mesurent sur cet index. En 2006, Pointillé, les scores deviennent nominatifs et sont publiés nominativement. Et donc la progression de 13% passe à 22%. En bleu, vous avez les établissements qui sont en dessous de la moyenne. La progression était de 7%, elle passe à 40%. 7%, 40%. Soit on éteint la lumière, on continue de faire semblant, soit on décide vraiment de prendre le sujet au sérieux, on se compare et on s'améliore. Et il y a l'effet de rattrapage. 22% par rapport à 40%, je ne peux pas décrocher du peloton. Il faut que je me rapproche à tout prix du peloton. Ça démontre que c'est possible. Faisons-le. Faisons-le et faisons-le en 2 ans. Pas en 20 ans, en 2 ans. Voilà. Alors, on a souhaité le faire à travers une expérimentation article 51 en France pour la cataracte avec le ministère, la task force de l'article 51, c'est à titre expérimental. On a réuni une quarantaine de chirurgiens ophtalmos. C'est des bons. C'est des bons, ils n'ont pas peur de se comparer. Ils sont bien classés dans le point. Et ils se respectent. Ils sont prêts à jouer le jeu, la transparence. Tout le monde nous disait, mais vous êtes naïfs et candides, jamais ils n'accepteront de se comparer, d'ouvrir le kimono, de montrer les datas. Jamais. Sauf que, il suffit de trouver les bons, et les bons, ils acceptent. Parce qu'ils savent qu'ils sont un petit peu meilleurs, donc ils veulent sortir du lot. On ne peut pas démarrer par l'intégralité de la profession. On doit démarrer par le top de la pyramide, et ensuite, il y a un effet boule de neige. Alors, on a constaté en 12 mois que le service médical rendu pour la chirurgie de la cataracte, c'est-à-dire en gros le score de qualité visuelle du patient après la chirurgie, moins le score avant la chirurgie, ça c'est le service médical rendu, c'est-à-dire le bénéfice clinique de la chirurgie, tout simple. C'est un auto-questionnaire PROM, un auto-questionnaire patient, il répond à 9 questions sur sa qualité visuelle au quotidien, est-ce que je reconnais le visage des gens que je croise, est-ce que je lis les sous-titres de 1 à 4, et à la fin vous avez un score post moins le score avant. Post moins près, c'est le SMR. Ce SMR a augmenté de 21% en 12 mois. Alors qu'on a phasé la transparence. On a dit, l'année 1, c'est l'année baseline. On veut modéliser un peu ce qui se passe aujourd'hui en France quand on n'a pas de transparence nominative. Cette année-là, ils savent qu'en fait, personne ne va scruter leurs résultats nominativement. On a agrégé les résultats, on a plus 21% parce qu'ils savent qu'à la fin de cette année, la transparence devient nominative. Et l'appréhension ou l'attente ou l'anticipation de cette transparence fait qu'on change tout de suite ces pratiques.
Et donc on a phasé. Et ce qu'on est en train de faire dans l'expérimentation pour démontrer aux autorités publiques et à l'assurance maladie qui nous financent, c'est qu'en fait on a randomisé en 2 bras, un bras qui se compare et un bras qui ne se compare pas, qui n'a pas accès à ces résultats. Et le pari qu'on fait, c'est que le bras qui se compare, de manière nominative, qui partage ses scores de SMR avec les patients, qui évaluent donc les praticiens, ce bras va avoir un SMR, c'est ce qu'on présume, nettement supérieur au bras qui ne se compare pas. Et donc le raisonnement ou la démonstration, c'est de dire pourquoi continuer d'entretenir le système et la profession dans un bras opaque et exposer des patients à des SMR qui finalement leur font perdre une chance. Pourquoi continuer de financer des actes qui finalement sont suboptimaux, non pertinents, alors qu'il suffirait de se comparer pour être optimaux et pour revaloriser? Pourquoi ? Pourquoi cette reddition a priori? Tout à l'heure, il y a eu un débat sur la culture entre la France et la Suède. Quelle culture? On est fait de la même fibre que les Suédois. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune culture. Il faut simplement avoir le courage. C'est la culture du courage, c'est tout. C'est naturel, c'est le courage. Donc, je pense que ce n'est pas tellement d'avoir un identifiant. Bien sûr, l'identifiant universel, c'est idéal. Mais nous, on n'a pas d'identifiant universel. Et on a franchi le mur du son de dire, voilà, les SMR s'améliorent parce que vous savez que la transparence n'est pas négociable. Les modalités de transparence sont négociables. Le phasing, la manière dont on va gravir la transparence par étapes, par échelon, par palier, c'est négociable. Mais la transparence nominative n'est pas négociable. J'ai besoin, en tant que praticien, des autres praticiens pour progresser. Et cette courbe-là, c'est avant les pointillés de la courbe d'avant. Si vous regardez la courbe d'avant, on était en 2006 sur une sorte de progression très lente. Bien, là, on est encore avant le choc de la transparence qui intervient en 2022. Là, on a déjà démarré la transparence. Je vais vous montrer des résultats. On a, sur le registre cataracte, ce qui pourrait être fait, bien sûr, transposable à France PCI. 24% des praticiens qui déclarent avoir modifié leur pratique, 18% ont modifié leur relation avec le patient, 6% ont modifié leurs indications chirurgicales. 6%, alors qu'on n'a pas encore démarré la transparence. Voilà l'impact en France qui démontre qu'il n'y a pas de problème culturel. Ils sont prêts, ils sont français. Ils sont à Nantes, ils sont à Limoges, c'est des vrais Limogeois, des vrais Français. Pure souche. Eh bien, il n'y a pas de problème de culture. Il n'y a pas de problème de culture. Spontanément, d'autres équipes frappent à la porte. On a le CHU de Tours, le CHU de Brest, le CHU de Bordeaux. Toutes ces équipes nous disent, nous, on veut jouer. Nous, on veut sortir du lot. Nous, on pense que c'est nécessaire de faire un benchmark nominatif. On ne vient pas les chercher. On ne vient pas les évangéliser. Ils entendent parler. Ils se disent qu'il y a des pionniers, après il y a des adopteurs précoces, et ensuite il y a des suiveurs. Il ne faut pas s'adresser aux suiveurs. On commence par les pionniers, et ensuite on s'adresse aux adopteurs. Et les adopteurs précoces se manifestent spontanément. Donc ce phasing fait qu'il faut démarrer petit. Vous voyez ici Sant Antonios, aux Pays-Bas, qui, pour les mastectomies, donc on est en scénologie, a amélioré son taux de réintervention de 71% en 18 mois. Parce qu'il a compris que Catarina, qui était un hôpital voisin, avait le meilleur score. Ils se sont staffés. Montre-moi ta routine, je te montre ma routine. Ah, ça match, là ça ne match pas. Essaye, rendez-vous dans 6 mois. Et au bout de 6 mois, on avait trouvé en fait que c'était le rinçage des plaies qui créait des taux de réintervention non souhaités. Vous avez en Suède, là encore on est à Uppsala, on a cité, sur tout ce qui est birth care, c'est-à-dire tout ce qui est les services d'obstétrique, des cycles d'amélioration des outcomes qui sont des cycles itératifs. Donc c'est des boucles apprenantes, ce qu'on appelle le Plan, Do, Study, Act. Donc le registre, en fait, sert en temps réel à améliorer en fait, les résultats, non pas de manière annuelle, mais de manière hebdomadaire. Et la fierté de l'équipe, la cohésion de l'équipe, j'ai mis exprès la photo parce que l'équipe, quand certains, par exemple, ont des résultats un peu inférieurs à d'autres, des sages-femmes ou des praticiens qui sont avec des statistiques, c'est la moyenne de l'équipe. Viens, je vais t'aider. Viens, je vais t'aider. On va regarder. Et peut-être c'est toi qui vas m'aider la semaine prochaine.
Donc on est vraiment dans une logique de co-apprentissage de communauté de pratique. On parle de PCI, le Netherlands Heart Registry, qui est un peu l'équivalent de Sweetheart pour les pays scandinaves. Un registre donc en cardio, notamment sur PCI, réunit un grand nombre d'établissements qui se comparent nominativement. Pourquoi nominativement? Tout simplement parce que là-bas, il n'y a pas d'assurance maladie. C'est les assureurs qui contractualisent directement avec les hôpitaux et qui permettent en fait à leurs patients, aux patients donc assurés par ces assureurs, de trouver un réseau de soins. Donc les assureurs vont chercher les hôpitaux qui ont les meilleurs services médicaux rendus. Paraît logique. Value for money, hein? Paraît logique. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on irait vers un établissement sous-performant. Et donc, le NHR est le tiers de confiance qui permet aux assureurs de détecter quelles sont les équipes médicales qui ont les meilleurs résultats pour adresser les patients. Donc c'est une question d'adressage. Ce n'est même pas une question de culture. C'est « j'ai pas de patients parce que j'ai de mauvais résultats, je ferme, c'est tout, je ferme le service. » Terminé. Si j'ai de bons résultats, je reçois beaucoup plus de patients. Et d'ailleurs, la durée du contrat avec l'assureur n'est pas une durée annuelle, parce que généralement, ces contrats durent 1 an. Donc, c'est parfois des durées de 5, 10 ans. Et bien sûr, la viabilité financière, économique du service hospitalier est un gage d'attractivité, de stabilité, etc. Alors, vous avez sur NHR des benchmarks nominatifs. Donc, voilà les noms des équipes que vous voyez. C'est peut-être, encore une fois, la version bêta de France PCI, où on va avoir des scores nominatifs. Il n'y a pas à en avoir peur. Vous voyez qu'ils se tiennent à peu près tous. Et puis dès qu'il y en a un qui décroche un peu, il remonte tout de suite. Vous avez ici, sur la post-dilatation, des résultats également qui sont impressionnants. Et là encore, on est sur le haut de la courbe d'asymptote. Hein. Là, on est vraiment sur le plateau. Mais si vous regardez les résultats de 2015-2016, vous voyez en fait que les résultats sont très, 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 très choquants parce qu'on voit l'amélioration et la pente d'amélioration qui est très élevée. Alors que là, finalement, elle s'aplatit, tellement tout le monde s'est nivelé, et ce nivellement par le haut prend 4-5 ans. Donc ces rapports, en fait, font que peut-être demain, France PCI pourrait s'internationaliser. Alors nous, ce qu'on fait, mon équipe, c'est qu'on travaille avec des registres européens, parce que d'une part, nul n'est prophète en son pays, et deuxième point, pour évangéliser, il faut se comparer internationalement, parce que c'est toujours plus facile, vu qu'il y a toujours un petit peu de rivalité, on va dire, au plan national, de dire la France versus les Pays-Bas, versus la Suède, versus l'Allemagne, etc. Donc, c'est d'un point de vue tactique, pour essayer de faire grandir cette culture du benchmark nominatif et de l'amélioration permanente, de s'internationaliser. L'internationalisation catalyse en fait et accélère le développement national d'un registre. Donc, en discutant avec Grégoire, j'ai tout de suite proposé de vous mettre en relation avec Dennis Van Weggel pour voir ce qu'on pourrait comparer. Et il serait enchanté de travailler avec France PCI, vu que vous avez probablement 80% de dictionnaires de données, donc de champs à requêter, de variables qui sont homogènes. La grande différence, c'est effectivement qu'il n'y a pas de benchmark nominatif. Voilà, le miroir pour progresser, j'ai besoin de me comparer pour m'améliorer. Donc, mon développement individuel passe par un apprentissage collectif. Je ne peux pas progresser individuellement si je ne me compare pas collectivement. Alors, pour quantifier, d'abord, passer rapidement, mais globalement, le praticien n'est pas le seul qualifié pour s'auto-évaluer. Désolé, ça ne marche plus. Nous sommes les seuls qualifiés pour nous auto-évaluer. Ça ne marche plus. On sait qu'il y a des critères qui importent aux patients et pas aux praticiens. Et il y a des publications qui le montrent. Là, c'est sur le cancer de la prostate. Vous voyez, par exemple, après une radiothérapie, ce qui importe aux patients, c'est, par exemple, la fatigue, la douleur. La douleur, par exemple, n'est pas un critère pour le radiothérapeute. Ce n'est pas un symptôme sur lequel il va s'évaluer. La fatigue non plus. Alors que vous voyez l'écart entre le rouge et le bleu, c'est le praticien, le rouge, c'est le patient. Et c'est la perception du symptôme. Bon, nous, on pense que la vérité, en fait, sur le résultat d'un soin, se situe à mi-chemin entre ce que pense le praticien et ce que pense le patient. Donc on a besoin d'écouter le patient. On a besoin de mesurer ce que le patient ressent.
et de le prendre au sérieux. Le patient n'est pas non qualifié. Il a aussi une qualification qui est de ressentir. Ce ressenti est subjectif. Oui. Et la mesure subjective en médecine est une science. La mesure subjective en médecine est une science. Ça s'appelle la psychométrie. Il y a des instruments, il y a des outils, il y a des analyses statistiques pour traiter les données subjectives en médecine. Voilà. Des échelles, etc. Donc, intégrons et méfions-nous de la myriade, de la pluie d'indicateurs sous laquelle nous sommes ensevelis. On ne peut pas tout mesurer. Vous avez aujourd'hui des concepts qui virevoltent. Et l'expérience patient, et le ressenti, et la satisfaction, et les prêmes et les promes qui sont considérés comme des frères jumeaux, alors que ce sont des pommes et des camions, font qu'on est perdu. Et on pense qu'il faut à peu près tout mesurer, à peu près cocher toutes les cases, et on verra bien. Et c'est épuisant, les patients ne répondent plus, les taux de réponse sont si faibles qu'il n'y a plus de pertinence statistique. Ce qui importe aux patients, et ce qu'on doit mesurer, c'est sa qualité de vie. Sa qualité de vie au quotidien sur la durée. Donc, ce qui implique un monitoring long terme avec des standards et un ajustement selon les profils de sévérité des patients. Tous les patients ne se valent pas. Il y a des patients sévères, intermédiaires, non sévères. Cette stratification de la file active des patients permet de comparer des patients sévères avec des patients sévères. Et tant qu'on continuera de naviguer dans une nébuleuse d'indicateurs qui font qu'à la fin, on jette le bébé avec l'eau du bain en disant « c'est trop compliqué, on ne peut pas tout mesurer », tant qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce qui importe aux patients, on rate l'éléphant dans la pièce. Alors, il y a beaucoup de travail qui a été fait ici, sur France PCI. J'ai entendu dire aussi que le patient se sent aussi bien avant qu'après une dilatation. Peut-être. Peut-être pas. Il va falloir regarder l'aspect dépressif, il va falloir regarder l'optimisme, la perception qu'on a dans la vie avec des instruments qui mesurent en fait ces dimensions, qui sont des dimensions parfois psychologiques et qu'on va pouvoir tracer sur la durée. C'est différent de l'expérience patient. Il faut faire très 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 attention aux termes, parce qu'aujourd'hui, on mélange les mots, on ajoute au malheur du monde, et l'expérience, c'est deux choses. C'est ISATIS, questionnaire de la HAS, c'est le confort et la communication avec l'équipe médicale. Le confort durant un soin hospitalier, par exemple, et la communication, la qualité de la communication, le langage, l'implication, l'écoute, l'empathie, c'est très important. Il ne s'agit pas de nier que c'est important. Mais c'est différent de l'outcome, c'est-à-dire du résultat, ou du service médical rendu. Le résultat est différent de l'indicateur process qui est l'expérience. Le résultat, c'est la qualité de vie et le score fonctionnel. Rien à voir avec la communication, rien à voir avec le confort durant un séjour hospitalier. Donc quand on parle de prom-prems, en fait, on compare des pommes et des camions. On compare des process avec des résultats. Et on a l'impression que parce qu'il y aurait une homonymie, qu'en gros le questionnaire a été administré par un patient, voilà. Socrate est vivant, le chat est vivant, donc Socrate est un chat. C'est ce genre de syllogisme qui nous amène en fait à dire qu'un prom, c'est un prem. Le mot expérience a une signification qui n'a rien à voir avec le résultat des soins. Les proms mesurent le succès d'un parcours de soins selon des indicateurs qui importent aux patients. Ce qui importe aux patients, ce n'est pas de passer un séjour agréable à l'hôpital. Le patient vient chercher un gain de santé quand il vient voir un médecin. Il ne vient pas chercher une expérience comme dans un spa agréable. Un bon hôpital un bon hôtel, par exemple, est un endroit où on a envie de revenir. Un bon hôpital est un endroit où on n'a pas besoin de revenir. Ensuite, vous avez les CROM, les Clinician Reported Outcome Measures. C'est des données rapportées par le clinicien. Et là encore, on n'est pas sur du PROM. On est sur de l'outcome, c'est des résultats. Le taux de mortalité, c'est un outcome négatif, en gros, évidemment. Néanmoins, vous voyez que quand l'urologue va parler de PSA, le patient, il s'en fiche. Lui, ce qu'il veut simplement, c'est ne pas mouiller son pantalon.
Quand sur l'IMC, donc un patient obèse, on va lui parler de son IMC, il veut juste pouvoir manger son éclair au chocolat sans être déprimé. Il veut juste avoir une qualité de vie sans score, sans ratio. Il veut qu'on écoute, en fait, ce qu'il ressent dans son quotidien. Sauf que le praticien n'a pas été formé pour mesurer ce quotidien. Et vous descendez la liste, même sur le contrôle glycémique, on est sur parfois des cas d'obsession par rapport à son régime alimentaire qui font qu'on ne regarde même plus l'hémoglobine glyquée ou l'acuité visuelle. Ce qui importe pour le patient, ce n'est pas son acuité, c'est est-ce que je peux lire un journal? Donc la définition de la valeur des soins aujourd'hui, c'est des résultats qui importent au patient, qui importent le plus au patient, parce qu'il y a plein de choses qui importent au patient, c'est ce qui importe le plus. On ne peut pas tout mesurer, on mesure uniquement certains éléments qu'on aura triés, qu'on aura hiérarchisés, et on rapporte ça au coût d'un parcours, pas au coût d'un produit. Aujourd'hui, nos approches de coût sont centrées principalement sur des produits, et on se réfère constamment au SNDS, qui est un outil de facturation. On ne travaille pas sur un parcours. Et donc, c'est facile de mesurer l'outcome, même si c'est, on va dire, relativement facile, bien que ça soit très compliqué de mesurer l'outcome, c'est-à-dire le nominateur de la valeur. C'est compliqué, très compliqué de mesurer le dénominateur, d'abord parce qu'il n'y a pas de standard de mesure des coûts dans le monde, ni en France, ni à Chartres. Deuxième point, c'est que quand vous dévoilez vos coûts, sachant que quand vous dévoilez vos coûts, vous dévoilez votre marge. Et en tant que directeur d'établissement, par exemple, vous pourriez imaginer que, comme on est avec des GHS, donc des tarifs publics, dévoiler vos coûts, c'est révéler votre marge, donc vous exposez à une négociation tarifaire avec les payeurs. Personne ne veut négocier avec les payeurs sur ces tarifs. On connaît l'érosion tarifaire, donc on va tout faire pour garder le coût opaque. Donc, on ne peut pas mesurer vraiment la valeur. Un petit peu, on peut substituer les coûts par les prix sur certains produits, mais on ne peut mesurer que le nominateur, on ne doit se concentrer que sur le nominateur. Et ce nominateur fait que on doit bien comprendre que pour améliorer la valeur, il ne s'agit pas de diminuer les coûts à prom constant, donc à SMR ou à résultat constant, on doit surtout améliorer le résultat. C'est différent de ce qu'on appelle le lean management, c'est différent de ce qu'on appelle le health technology assessment, c'est différent du contrôle des coûts. Le health technology assessment, par exemple, c'est l'amélioration du service médical rendu pour un produit de santé. Mais ce n'est pas le soin. Un produit, c'est un atome de soin. Il y a plein de choses autour de cet atome. Qui prescrit, à quelle dose, quand, combien, pour quel patient. Et donc l'idée du value-based healthcare, c'est-à-dire du soin fondé sur la valeur, c'est de définir un parcours, de mesurer le résultat en étant agnostique de tous les inputs, y compris des produits de santé que l'on va mettre dans ce parcours. Et donc, la logique, en fait, c'est de rester agnostique des moyens et de mesurer et comparer les résultats, pour ensuite faire une régression statistique et comparer les moyens utilisés pour atteindre les meilleurs résultats. Aujourd'hui, on fait exactement l'inverse. On mesure à chaque fois l'input et on additionne les inputs, d'ailleurs avec beaucoup de trous dans la raquette, et on ne mesure pas le résultat global. Donc c'est vraiment un changement de paradigme, et ce changement de paradigme, en fait, est standardisé par pathologie. Et l'International Consortium for Health Outcomes Measurement, ICHOM, va, pathologie par pathologie, définir un dictionnaire de données pour comparer les outcomes en restant agnostique des moyens. Là, par exemple, vous avez un registre TAVI, c'est une technique. Ce qui serait intéressant, c'est de prendre une pathologie et de comparer le TAVI avec d'autres techniques qui pourraient demain être plus innovantes ou arriver au même résultat. On parle de robotique chirurgicale, on a 2 bras, on regarde une chirurgie open ou avec robot ou sans robot. Voilà, ça c'est une logique comparative, mais de prendre des registres en partant d'un parti pris, a priori, que c'est déjà sur une technique, c'est déjà biaiser le registre. Le plus dur, c'est d'avoir un registre qui compare en fait les pathologies. Vous avez différents parcours, avec des time points pour collecter les données. On va prendre ensuite tous les indicateurs de qualité de vie. On va discuter ces résultats avec le patient, avec un gain de santé qui est un score, qu'on va donc stratifier selon les profils de sévérité. Et on peut bâtir un registre PROM qui pourrait venir compléter le registre CROM de France PCI. Et l'idée, je vois l'heure qui tourne,
c'est peut-être de travailler sur une architecture. Alors nous, c'est notre métier, on est architecte de registre, auditeur de registre. Donc à la fois on bâtit des registres qui combinent des PROM et des CROM, on va également stratifier la population et on crée en fait, en tant que tiers indépendant, des comparaisons entre les équipes. France PCI est déjà ce tiers indépendant. Donc il y a un saut quantique d'un point de vue de gouvernance qui est énorme, que vous avez réussi à faire. Et je vois dans cette salle, je vois dans les rapports, je vois dans les datas que le pari est réussi. Nous, en fait, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de créer un écosystème en standardisant les indicateurs PROM et CROM selon des case mix de sévérité, parce que chaque équipe va dire « j'ai de mauvais scores, puisqu'on m'adresse les patients les plus compliqués, c'est parce que je suis le meilleur que j'ai les moins bons scores. » Classique. Eh ben non. Tu as 17% de patients compliqués, le voisin, il en a 23, on va prendre les 23% et les 17%, on les compare entre eux. La stat a été inventée pour comparer. Donc, on ne peut pas utiliser l'argument de on n'est pas comparable. Bien sûr qu'on est comparable. Pour ça, il faut créer une communauté de pratique, la standardiser et diffuser les résultats avec d'autres acteurs. Pas seulement la profession. Pas seulement la profession. Avec les patients aussi. 2 impacts. Réputation, rémunération. Rémunération, paiement au résultat ou paiement à la transparence des résultats. Vous l'avez compris, moi je suis un chantre défenseur de la transparence des résultats, parce qu'on peut avoir de mauvais résultats en février et d'excellents résultats en septembre. Ça m'est arrivé dans ma scolarité. Et donc il n'y a pas de raison de pénaliser ou d'humilier quelqu'un qui a de mauvais résultats en février. Il faut au contraire continuer de l'encourager. On a même créé un financement incitatif à la transparence. Pour la cataracte, c'est 30 € à chaque fois que le praticien publie le SMR de son patient, il reçoit 30 € par patient. Vous faites 1000 cataractes, 30 000 €. Tout ça est digitalisé, ça ne ralentit pas la file active du praticien, 30 000 €. Donc, incitation économique à la transparence des résultats. C'est un modèle expérimental, on le teste en ce moment avec le ministère, et on a vu qu'on a des résultats qui sont déjà très encourageants. Le deuxième point, c'est l'achat. L'achat à la valeur, c'est-à-dire au SMR rapporté au prix catalogue ou prix négocié dans des appels d'offres. C'est ce qu'on est en train de faire avec la DGOS. Pour les implants monofocaux pour la cataracte, on a les SMR, on demande aux praticiens de renseigner le SMR et le type d'implant et la marque de l'implant, donc la référence d'implant. On crée un appel d'offres public avec 3 GHT, Brest, Bordeaux et Tours. Et ce qu'on est en train de dire aux fabricants, c'est de dire, bah, écoutez, c'est simple, voilà la distribution des SMR selon vos produits. On pourrait imaginer de faire ça pour les stents. Et dire, voilà, les prix. Vous avez en fait une dernière chance, c'est, vu que vous connaissez qu'il y a une symétrie d'information sur la distribution des SMR sur le marché, vous pouvez juste ajuster votre prix. Et mettre ce prix dans l'enveloppe, répondre à l'appel d'offres, et optimiser la valeur de votre produit pour essayer de remporter l'appel d'offres. Et être compétitif. Mais avec des données de vie réelle, transparentes, auditées par un tiers indépendant, qui font que les acheteurs, les praticiens, les patients sauront quel est le produit associé à la meilleure valeur. Proposition de valeur, très bien. On fait une baseline, ensuite rendez-vous dans un an, bonus-malus. La promesse de valeur, elle est là. Si vous êtes au-dessus, vous recevez un bonus, c'est-à-dire que vous avez plus d'argent que ce qui a été promis. Si vous êtes en dessous, malus, on ne vous restitue qu'une partie de ce qui avait été promis. Voilà. Donc c'est le principe du partage des risques audité par un tiers indépendant. Et l'alignement astral, en fait, se fait, encore une fois, avec des équipes pionnières, des équipes leaders, qui n'ont pas peur de se comparer et qui comprennent aussi qu'il y a une synergie d'acteurs qui, aujourd'hui, reposent sur une gouvernance bicéphale. C'est comme ça qu'on s'est structuré. Nous sommes surveillés, PromTime, nous sommes surveillés par une association sans but lucratif qui fédère France Asso Santé, donc les patients, des acteurs comme des CHU, RESA, des CNP, ophtalmologie, d'autres, il y a ORL qui sont en train d'arriver. On a également tout ce qui est en orthopédie avec la Softcote, Orthorisque, etc., qui rentre également dans notre écosystème. Et on standardise, on digitalise, on compare, on audite, on encourage, on partage, on forme, et derrière, c'est la gouvernance qui surveille et qui garantit en fait qu'il n'y a pas de biais sélectif, sélection adverse de patients, qui vérifie qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, déclaration publique d'intérêt de tous les experts dans les boards, etc. Donc cette architecture, en fait,
Elle implique un pouvoir normatif, une puissance normative où on standardise en amont, on calibre les instruments, on digitalise ces instruments, on les rend compatibles avec des registres existants, et ça, c'est des registres internationaux qui pourraient être faits avec les Pays-Bas et la Suède, par exemple, et on s'interopérabilise dans les sites. C'est-à-dire qu'on vient travailler avec les éditeurs de soft pour que les PROM et les CROM soient combinés et qu'il n'y ait aucune double saisie, que ça ne ralentisse pas la file active, sans quoi, évidemment, le registre n'avancera pas. Alors, on a développé déjà en ophtalmologie beaucoup de partenaires. Les industriels sont favorables à ces démarches, considèrent que c'est le moyen pour eux aussi de rebattre les cartes, parce qu'ils comprennent aussi qu'on ne peut plus payer au volume uniquement, c'est volume plus valeur, et le paiement à la valeur, c'est le paiement au résultat. Derrière, je voudrais vous donner quand même un petit exemple sur la cataracte avec le ministère. On t'écouterait des jours et des jours, mais on a un petit temps, il ne nous reste plus que 5 minutes. Alors, je vais juste montrer tu as raison Grégoire de me rappeler à l'ordre, on a fait des case mix, on a fait des posters, on a une digitalisation des questionnaires avec un résultat qui arrive sur le smartphone du patient, avant-après. On a des case mix pour les tableaux de bord des praticiens. On a pour chaque patient le score avant-après, ce qui permet au praticien de comparer les dimensions sur lesquelles il a amélioré la qualité de vie du patient. Et là, en bas à droite, vous voyez les scores nominatifs intra-équipe, les scores nominatifs inter-équipe. Vous avez un score SMR, service médical rendu, et un score de complication. Et on ne doit pas confondre pertinence et performance. Un soin performant, c'est-à-dire sans complication, n'est pas nécessairement pertinent, c'est-à-dire qu'il n'améliore pas nécessairement la qualité de vie du patient. Un soin sans complication n'améliore pas nécessairement la qualité de vie du patient. Il y a beaucoup de soins qui sont réalisés de manière parfaite et qui n'ont aucun intérêt. Et aujourd'hui, on confond pertinence et performance. Et quand on continue de traquer éternellement la performance en appelant ça la pertinence, on compare des notions qui n'ont rien à voir. Donc, on a ces benchmarks, on a classé insuffisant, intermédiaire, élevé, les services médicaux rendus. On le fait aussi pour la chirurgie de la main, les TMS, donc en orthopédie. On a un score relationnel, un score fonctionnel, et on a la même logique avec les mêmes benchmarks nominatifs. Donc, tous les chirurgiens ortho, en plus des chirurgiens ophtalmo, nous disent « on le fait, on y va ». Et à chaque fois, il y a toujours le CNP qui nous dit « mais vous savez, on n'est pas du tout pareil que... on n'a pas la même culture que les ophtalmos ». Je suis sûr que les cardios vont dire « on n'a pas la même culture que les orthos ». On a les case mix, on stratifie, on compare pour le câlin carpien, pour la rhizarthrose, pour le Dupuytren, etc. Et puis on a aussi des encouragements de l'assurance maladie qui dit qu'en 2024, il faudrait généraliser ce modèle, le modèle que l'on propose, on est cité dans ce rapport. Et au-delà du soin, il y a la recherche. Sweetheart a lancé, grâce au registre sur les cardiopathies, une étude qui a été publiée en 2015 dans le New England, qui est l'étude TASTE, sur la thrombectomie. Et on voulait comparer si thrombectomie plus PCI avait un intérêt ou pas. On a constaté que dans un essai clinique, ça n'avait pas d'intérêt. Et dans un essai registre, ça n'a pas d'intérêt non plus. Donc les deux résultats sont similaires. Ils sont publiés avec le même niveau de preuve dans 2 études New England. La seule différence, c'est que dans un cas, c'est 40 mois de monitoring, dans l'autre, c'est 6 mois. L'essai randomisé contrôlé, 6 mois de monitoring. L'essai registre, 40 mois de monitoring. Il y a une petite différence de coût aussi. 30 fois moins cher, l'étude registre, que l'essai randomisé contrôlé. 30 fois moins cher. Donc le registre, en fait, est une source d'économie qui fait qu'on passe, pour la Société savante européenne, d'une liberté de prescription à une contre-indication de prescription parce que ça n'a pas d'intérêt. En très peu de temps, en 3 ans, 4 ans. Et vous voyez en fait comment les thrombectomies mécaniques ont été abandonnées très très rapidement grâce au registre. Et le registre aujourd'hui permet d'accélérer ce temps de 17 années en moyenne from bench to bedside, c'est-à-dire le moment où on a découvert une technologie et qu'après un essai, on va la diffuser et la déployer, bien, ça prend 17 ans. L'idée, c'est de raccourcir ce délai. Et le registre permet de raccourcir ce délai. C'est pour ça que la FDA et le MEA travaillent dessus. Pour conclure, et c'est mon dernier mot, je promets, Grégoire, il faut aller vite. Le sprint, c'est-à-dire la course de 100 mètres aux Jeux Olympiques, a fait qu'on a
progressé en un siècle, et vous voyez en fait comment les coureurs courent de plus en plus vite. Comment les coureurs courent de plus en plus vite. Alors il y a un peu de matériel, il y a un peu de revêtement, la physiologie peut-être aussi, mais à chaque fois qu'on se compare dans une compétition, alors il peut y avoir plein de... mais peut-être aussi. Ce qui est important de rappeler, ce n'est pas seulement l'aspect compétition, humiliation, stigmatisation, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de négatif dans la performance ou la quête de performance, c'est-à-dire l'orgueil, l'arrogance. C'est qu'en fait, les vrais champions se respectent, s'admirent. Les vrais champions sont des amis, sont des frères d'armes, sont des frères de sang. Et je pense que l'idée de registre que France PCI, que Grégoire et que toute l'équipe arrivaient à démontrer, c'est que vous fédérez, il y a une cohésion, c'est humain, il y a de l'entraide, il y a du respect. Et ceux qui ne rentrent pas dans France PCI jalousent cette famille, ce corps, qui fait qu'il y a cette quête de performance. Cette dimension humaine fait que, sans grand discours, puisqu'il est déjà très tard, je pense qu'on peut humaniser la comparaison, on peut la professionnaliser, on peut aussi dépassionner ce débat en restant statistique, en restant quanti. D'où l'importance de quantifier les résultats en vie réelle. Je vous remercie.